Bonjour à tous. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler un petit peu, donc, de réfléchir à tout ça de manière... Ce que je vais faire dans cette présentation, c'est vous donner une vue d'ensemble du travail exceptionnel qui ont été réalisés dans le cadre du projet Msamar, dans un contexte international, et pour voir dans quelle direction nous allons et ce qu'on pourra faire avec tout cela dans le futur également. En ce qui concerne le futur, regardons peut-être avant, au passé. Il n'y a pas si longtemps, dans le passé, en fait, on savait très peu en ce qui concerne tout cela. Ce qu'on savait, c'est que sur les 30 dernières années, beaucoup des saumons d'Atlantique et des populations ont vraiment connu un déclin, et beaucoup étaient vus dans le contexte de la survie en milieu marin. On avait une situation, donc c'est la phase marine. Dans la phase marine, on a donc ce déclin énorme en ce qui concerne une surmortalité, une mortalité énorme. Donc voici les systèmes d'index qui étaient mentionnés par Dylan précédemment. Voici la rivière Bush, où ils ont eu donc une évaluation très détaillée de tous les smolts qui allaient en mer, et donc tous les adultes qui revenaient pour faire la montaison. Et vous pouvez voir que le taux de mortalité chute énormément. Donc, à la fin des années 80, quelle est la cause de ce déclin? Et quels sont les chiffres qu'on peut avoir maintenant par rapport dans les années 60? Vous voyez donc des situations dans la rivière Bush et dans des stations aussi de la rivière Boom. Donc, on a à peu près 50%, on a à peu près 50% et maintenant, on a à peu près que 10% qui reviennent. Et la recherche peut être très productive. Et comme Dylan l'a indiqué, la gestion peut être vraiment essentielle et peut être très puissante pour résoudre ces problèmes. Donc, je vais parler un petit peu du passé, à peu près en 2004. En 2004, certains d'entre nous étaient impliqués avec l'OSCAN, et donc on y a pensé, bon, il faut qu'on fasse quelque chose à propos de ce déclin dans la phase marine. Et donc, voici un graphique qui vous montre les choses un peu de manière condensé, si vous voulez. Et si on regarde à peu près ce qui se passe dans ces différents... Quelles sont les zones clés? Donc, on s'est concentré, donc, bien sûr, au bassin de l'Atlantique Nord, donc des Amériques, l'Europe. Donc, bien sûr, il y a la mer de Barents, la mer de Norvège, très importante, la mer d'Iminger et la mer du Labrador. Et voici ces 4 zones. C'était vraiment les points chauds, les points les plus importants, donc, auxquels il fallait... sur lesquels il fallait se concentrer pour avoir des réponses. Et donc, on a fait ce graphique et on s'est dit, OK, on va regarder les courants d'abord et voir qu'est-ce qu'on peut faire, essayer de comprendre ce qui se passe dans ces zones. Donc, on a donc demandé à certains gouvernements de nous donner des bateaux et voir ce qui est fait. Donc, l'idée, c'était de voir quelle était la migration, quelle était les distributions des poissons dans ces zones. Donc, en 2000, on n'était pas dans une position à examiner la mortalité. Donc, s'intéresser à la migration et la distribution. Et donc, on était à peu près en 2007. Donc, c'était vraiment une tâche très importante, mais grâce à un programme européen qui nous a aidés, on nous a donné un soutien essentiel. Les collègues au Canada et aussi dans les États-Unis ont eu des financements de leur gouvernement et des collègues aussi d'Islande. Donc, nous ont apporté leur soutien financier et technique. On a eu donc un navire scientifique. Donc, c'était vraiment une expérience très intéressante pour nous. Donc, au niveau de l'institution, on a demandé ce navire. On a vu pendant 4 semaines sur 4 années. Et il y avait un des responsables donc de l'institution qui était responsable des comptes
Elle m'a dit, est-ce que vous allez trouver des poissons? Je ne suis pas sûr que je vais trouver des poissons. Je ne suis pas sûr qu'il y aura un retour. Donc, c'était vraiment assez délicat pour moi lorsqu'on a commencé que ce navire a été en mer. Ils avaient déposé un chalut. Ils avaient eu quelques poissons. Donc, en fait, j'ai soupiré. C'était vraiment un soupir de soulagement, vraiment. Donc, on a travaillé avec nos collègues de Norvège. C'était donc des chaluts pélagiques. Et ça, on a réussi effectivement à trouver pas mal de smolt grâce à ces techniques de chalut pélagique. C'était difficile parce qu'on aurait pu vraiment avoir une armée de maquereaux et de harengs, mais trouver les smolts était assez difficile dans toutes ces prises. Mais c'était intéressant. Et à l'époque, c'était considéré comme une technologie vraiment d'avance d'utiliser la génétique pour suivre ces smolt vers la région d'origine. Donc, il ne fallait pas sous-estimer le travail qui devait être fait. Donc, vous voyez, les points rouges indiquent les rivières de saumon où l'information de base sur la génétique a été collectée. Mais ça, c'est pas il y a 20 ans. Ça fait pas si longtemps, c'était il y a 20 ans. On avait très peu de connaissances de différents écosystèmes à l'époque. Les rivières sur lesquelles on a fait des échantillons sont en jaune. Et on a eu beaucoup de poissons et beaucoup d'informations qui ont été collectées. En ce qui concerne les routes migratoires et en ce qui concerne de faire des liens avec les résultats du programme SAMARC, on a trouvé qu'il y avait donc des choses qui émergeaient, des tendances. Et ces tendances nous amenaient vers la Norvège. Et donc, on est allé toujours dans cette direction vers la côte ouest de la Norvège. Et de manière très intéressante, mes collègues océanographes ont découvert que dans certains points de la distribution des saumons, ils devaient changer de courant pour trouver leur route. Donc, ce n'est pas seulement une histoire de courant qui emmène les poissons. Il y a aussi un mouvement intentionnel des poissons. Les poissons ont vraiment une idée claire de l'endroit où ils veulent aller. Donc, c'est une migration décidée et non pas subie par rapport au courant. Donc, on a commencé à voir ce qu'on appelle l'autoroute des saumons. Et grâce au programme Sea Solar, qui est un grand programme scientifique qui est fait par John Gilby et ses collègues, ils ont réussi à consolider toute l'information depuis 2012, depuis la fin du programme Solar. Donc, ils ont fait ces cartes que je vous ai présentées. Et là encore, vous pouvez voir que les tendances sont très similaires à ce qui a été publié par nos collègues de Norvège, donc des tendances très similaires. Là encore, on ne revient pas vers les côtes de la Norvège, mais vers des zones très spécifiques, des plateaux continentaux. On comprend maintenant où les saumons migrent. Ils migrent vers ces zones. Donc, je dois indiquer que dans le contexte de la mer du Nord, même maintenant, on n'a pas d'informations en ce qui concerne, parce qu'il y a eu une décision du gouvernement du Royaume-Uni de ne pas participer à ce programme Solar. Et donc, on a ce manque d'informations. Vraiment, on a des données essentiellement sur la partie norvégienne. Donc, voici le concept que l'on a actuellement en termes de cette autoroute du saumon. Donc, l'autoroute du saumon commence au Portugal. N'oubliez pas ça. Il y a aussi des peuplements, des stocks de saumon donc dans les rivières du nord du Portugal et aussi du nord de l'Espagne. Donc, voici la suggestion qui a été faite. Et on aura peut-être plus de détails qui arriveront dans les travaux faits par nos collègues de Scrappo. Donc, on a les smolt ici qui utilisent cette route ouest. Peut-être qu'il y a une route est, on ne le sait pas pour l'instant. En tout cas, ils utilisent cette route ouest. Donc, ils partent de la Bretagne, ensuite ils contournent l'Irlande par l'ouest. Et grâce à ce programme Solar, on sait que ça arrive maintenant. Donc, voici cette autoroute du
saumon. Donc, on arrive à ce plateau continental qui est donc une zone où les saumons peuvent se nourrir en quantité, en abondance. Donc, quels sont les développements scientifiques? Qu'avons-nous appris? Donc, j'ai intitulé mon titre « Il faut vraiment prendre prise et bien comprendre tous ces éléments. » Quelque chose d'ambitieux. Voici l'article qui a été fait par Maxime, et donc les variations de modèles de survie des post-mols sont mieux expliquées par les variations des températures de surface de l'océan et les corrélations négatives et la production primaire. Donc la production primaire et la température des surfaces sont vraiment les éléments essentiels. En termes du papier de Vassal, qui est vraiment excellent, ce qu'ils ont regardé, c'était le nombre important donc des écailles, des poissons. Et donc ils ont montré que la croissance du saumon atlantique dans l'océan concerne un déclin énorme après 2004. En ce qui concerne la truite de mer, on a vu un changement essentiel en 2009. Et ces deux changements dans le déclin des populations sont essentiellement dus au changement climatique. Ça coïncide avec des changements de température de l'eau de mer dans une période temporelle très courte. Et nous croyons que cela a eu des impacts essentiels sur les stocks de salmonidés. Donc, comme Dylan l'a dit, les changements climatiques ont un impact énorme sur ces changements de comportement. Le modèle défini par Yarrakan et ses collègues est le commencement de quelque chose de très spécial. Donc, on regarde les choses de manière très différente. Et on voit ceci dans un contexte d'un écosystème. On est dans une situation où on était concentré précédemment sur les prises avec l'information qui était disponible. Combien de saumons pouvons-nous prendre? Maintenant, on dit comment pouvons-nous comprendre comment ces poissons se comportent dans des écosystèmes qui changent énormément. Donc voici, c'est vraiment une ambition essentielle, quelque chose d'important. Comment donc mettre tout ça ensemble? La plupart d'entre nous ici qui s'intéressent au saumon, mais aussi donc la truite de mer, se sont regardé ça d'un point de vue d'eau douce. Mais ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a pris l'année internationale du saumon, de définir des différents groupes qui s'intéresseraient à cela. Maintenant, on a développé donc le cadre des suspects habituels. Donc, on travaille avec des sponsors tels que l'OSCAN, DEFRA. Et le but, c'est de développer donc des hypothèses basées sur des preuves scientifiques concernant la mortalité. Donc, la mortalité et les hypothèses, c'est vraiment les deux mots-clés ici. Et donc, il faut développer des hypothèses testables en ce qui concerne les facteurs qui sont impliqués dans la mortalité du saumon. Et lorsqu'on a des lacunes, la recherche est donc raffiner ces estimations de mortalité. Bien sûr, c'est fait partie de la vie des saumons. Donc, il faut travailler avec les ONG donc, qui travaillent sur ces sujets. Il faut donc former aussi une nouvelle structure et donc on appelle ça l'Alliance du saumon manquant. Donc ça, je n'aurai pas de temps de parler de ça, mais si vous voulez m'en parler ensuite, je pense que quelque chose peut être fait à ce niveau-là. Donc travailler avec plus de parties prenantes, des ONG en particulier. Donc, comment pouvons-nous aller plus avant? Donc, ce qu'on a fait au début, on avait nos conseillers donc, dans cette alliance du saumon manquant et ils allaient donner des conseils sur la manière de résoudre ce problème. On a vu qu'il y avait beaucoup de personnes impliquées au niveau international dans le saumon qui étaient vraiment intéressées pour travailler
d'améliorer ce cadre et cette coopération. Donc, on avait beaucoup d'hypothèses, à peu près 40 hypothèses. Donc, on avait à peu près 40 hypothèses qui nous ont été données par ces experts. Elles ont été données sur la base des données, lorsque les données existaient. Mais lorsque les données n'existaient pas, c'était basé sur des opinions d'experts. Et on a trouvé que les opinions d'experts étaient quelque chose de très intéressant d'avoir. Et lorsqu'il n'y avait pas eu des évaluations par les pairs, cela ne suffit pas que ce n'était pas intéressant. C'est vraiment intéressant. Et les experts ont des opinions. Donc, on a utilisé ces hypothèses, 40 hypothèses. Et vous pouvez voir ici 11 hypothèses générales dans ce petit tableau. Donc, dans les eaux douces, les eaux aussi côtières, les eaux estuariennes et le domaine maritime. Donc, on a essayé de diviser un peu le travail pour faire quelque chose d'utile. Il fallait vraiment qu'on ait une structure de travail. Et donc, on a commencé l'idée de lier tout cela. OK, donc le domaine de l'eau douce, ensuite le domaine de l'estuaire, et ensuite les domaines maritimes, et ensuite les domaines pélagiques, donc le domaine du large. Et bien sûr, dans ce domaine de l'offshore, du grand large, eh ben, là, c'est là que c'est le plus difficile. Et donc, on a beaucoup d'ateliers, beaucoup de travaux qui sont menés. Et donc, dans le cadre de l'ICIS, les chercheurs nous ont ouvert leurs portes, nous ont demandé qu'est-ce que vous voulez. Donc, on s'est posé la question de quelles données avons-nous besoin. Donc, le deuxième atelier aura lieu en juin maintenant. Donc, à quoi ressemble ce cadre? Parce qu'on fait de très bons progrès à ce niveau-là, grâce à mon collègue Graham Ball et Dylan aussi, qui sont responsables de tout ça. On a décidé qu'on devait vraiment avoir un cadre de travail pour donc collecter beaucoup de données environnementales et biologiques pour comprendre les causes de la mortalité du saumon. Donc, il faut construire ce cadre. Et maintenant, ce cadre est construit. Et donc, vous pouvez commencer à nous envoyer des informations. On peut commencer donc à utiliser cette information qui est donc sur la base de données. Mais ça dépend bien sûr sur le fait que les gens soient généreux pour nous donner des informations. Toutes ces informations sont disponibles maintenant. Nous allons aussi commencer, et je vous montrerai sur la fin de cette présentation, nous abordons le prochain qui est d'utiliser les mécanismes de cette boîte à outils et la base de données pour mieux comprendre les processus de mortalité. Nous n'avons pas eu une situation où il nous faut regarder « Oh, il y a beaucoup de poissons qui meurent dans une localisation particulière ». Nous posons la question « Pourquoi ? Quand ?» Ce sont des questions à se poser pour la gestion future. Et le dernier point que Dylan a fait est fondamental pour tout ce que nous faites. Si ce n'est pas utile pour les gestionnaires, nous avons gaspillé du temps et beaucoup d'argent. En fin de compte, il nous faut construire des outils de prise de décision. Si nous devions rencontrer des économistes, vous êtes tous d'accord de donner des prédictions sur 4-5 ans, la situation économique change, la situation en Ukraine, le Covid, nous allons voir ceci ou cela, une augmentation, une baisse ici ou là. En tant que biologistes, nous ne travaillons pas ainsi. Nous donnons des conseils aux gens et nous faisons très attention aux conseils que nous donnons. Nous ne leur donnons pas des instructions et nous ne construisons pas des scénarios. C'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de nous lancer le défi comment faire pour que ces modèles puissent être pertinents à la gestion de ces populations, de ce problème. Et il s'agit d'avoir des résultats concrets. Nous allons construire de nouveaux scénarios, tester
pertinents à la biologie avec des évaluations d'amélioration et une nouvelle intégration. Il nous faut évaluer les stratégies de gestion et bien sûr, il faut intégrer la connaissance au travers de ce cadre. Pour vous donner une idée finale de certains travaux qui résultent de ce cadre des suspects probables. Vous vous souvenez, le plancton et la température. Qu'est-ce qui se passe avec ces éléments? Ce n'est pas moi, c'est Emma et Tissel et des chercheurs à l'université de Strathclyde, et ils sont en train de produire des résultats qui seront présentés en détail à l'automne, mais pour vous donner un aperçu de ce qu'ils sont en train de faire, ils regardent le suivi du plancton qui se déroule depuis plusieurs décennies, et ils regardent le plancton dans deux transacts et comment cela cadre avec ce que nous voyons en termes du déclin des populations et on espère dans l'avenir l'augmentation des populations, des survivants des populations de salmonidés. Alors, ils regardent la température de la côte ouest de l'Écosse. Et elle regarde aussi la température des courants. Et c'est très intéressant parce que quand nous avons fini ce travail à Southsea en 2010-2011, nous avions cette tendance très forte. Il était clair que la mer se réchauffait, il n'y avait aucun doute. Mais la mer se réchauffe, mais ceci nous montrerait que la mer, le réchauffement de la mer ralentit. Ce qui est intéressant en termes de gestion, il nous faut réfléchir aux deux extrêmes. Si nous avons une situation où tout à coup la température retourne à ce qu'elle était dans les années 1960, est-ce que nous sommes prêts à reconstituer les stocks de saumon et de truites de mer? Aujourd'hui, nous sommes en mode protection, mais comment être en mode restauration? Je suis en train de penser au scénario absolument ultime, absolument terrible, où les populations pourraient décliner complètement. En Norvège, il s'agit de ramener les cours d'eau à une situation. Est-ce que nous utilisons les technologies découvertes dans ce cadre pour reconstituer, restaurer nos populations? C'est ce que nous cherchons à faire auprès de nos gestionnaires, qu'ils réfléchissent à la manière dont ils peuvent utiliser les données scientifiques et ce que nous pouvons instituer, mettre en œuvre pour préserver ces populations, mais les reconstituer. C'est très intéressant comme enjeu. Voici un graphique qui m'a vraiment impressionné. Je vais essayer de vous le présenter. Lynn me l'a montré l'autre jour. Il vous l'expliquera mieux à l'automne. Ce qu'il cherche à faire avec ces transacts, c'est le total accumulé de la nourriture accessible à un smolt arrivant à l'océan. Si vous regardez dans les années 1960, au total, il y avait énormément de nourriture, de plancton approprié au smolt. Dans les années 1970, on voit une baisse. Les 1980, c'est une baisse. Les 1990, les ans 2000, puis à 2010, ça remonte. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse en termes de graphique. Les biologistes, nous regardons les schémas et les tendances, mais ce sont parfois des événements spécifiques et uniques ou localisés qui influencent certains de nos graphiques. Pour vous encourager, pour parler d'où nous venons et où nous allons, voici une idée du suivi que nous cherchons à faire entre la côte ouest de l'Écosse et la côte est de l'Irlande en ce moment. C'est le genre de travail que nous devons collectivement contribuer à vos données, vos rassemblements de données, pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble de ce qui arrive. Vous avez une situation où 4 ou 5 programmes différents qui, il faut le dire, presque de manière accidentelle, se sont retrouvés pour nous donner des bases de données, des ensembles de données concernant la côte ouest de l'Écosse et la côte est de l'Irlande. Nous regardons les schémas, les tendances migratoires du poisson et cela se contribue à cette idée d'une autoroute des smolts. La partie qui me satisfait le plus, c'est ce petit symbole
C'est un bateau qui était... C'est un véhicule de monitoring et de suivi. Nous avons vu des concentrations énormes de poissons et nous avons pu repérer 5 saumons qui migraient exactement là où nous avions prévu qu'ils migreraient. Cela nous montre les tracés des mouvements vers le nord. Finalement, comment assembler toutes ces données? Quelle sorte d'initiative pourrions-nous élaborer pour assembler tout ça? Mes collègues, dont plusieurs sont ici, nous avons émis une proposition à NASCO l'année dernière. Il s'agit d'une initiative de modélisation pour la reproduction des saumons. Il s'agit de déplacer l'influence humaine. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes très focalisés sur les conseils pour la gestion et la capture. Mais nous ne sommes pas focalisés sur une vision d'écosystème concernant ce qui arrive à nos saumons et nos truites de mer. Et ça, c'est le changement que nous devons voir. Il nous faut améliorer cette focalisation tout le temps. Il nous faut améliorer notre engagement avec la gestion des saumons, que ce soit au niveau des rivières, au niveau régional, au niveau pélagique ou au niveau côtier. Il nous faut améliorer notre engagement, notre implication. Il faut que nous nous consultions. Nous n'étions pas en train de réussir vraiment. Nous n'avions pas réussi à faire passer les résultats scientifiques vers les gestionnaires. Vous vous souvenez ce que j'ai déjà dit à propos de la distinction entre donner des conseils et donner des directives? Il nous faut être assez courageux pour vous donner des directives dans ce contexte particulier. La modélisation de cette gestion doit réaliser le potentiel sur des bases biologiques réalistes, afin d'être pratique en termes de résultats et concernant les connaissances qui sont disséminées. Finalement, ce que nous cherchions, nous étions en train de chercher une situation où nous pouvions travailler en vue d'un système d'évaluation intégrée des écosystèmes. Non pas juste pour le saumon. Nous avons tendance à regarder le saumon d'une mauvaise perspective. Nous les regardons comme des poissons d'eau douce. Et c'est vrai que beaucoup de ces poissons passent plus de temps en eau de mer qu'en eau douce. Leur zone leur zone initiale, c'est vraiment la haute mer, et nous en savons très peu de choses. Et il nous faut évaluer les écosystèmes de haute mer basés sur une vision pour le saumon qui intègre les approches existantes et nous permet une modélisation dans l'avenir. Et cela nous conduit à ce que Étienne nous dira plus tard. La modélisation qui est en cours de la part des deux Étienne et leur équipe, c'est vraiment innovant, et nous devons réfléchir comment intégrer les résultats dans sa marche en intégrant les résultats des programmes de suivi côtiers qui pourront nous donner la vision et les concepts dont nous avons besoin pour mettre la pression sur certains des gestionnaires pratiques dont Dylan nous parlait auparavant. Je pense qu'en termes de ce que nous cherchons, je pourrais le résumer de la manière suivante. La clé de la conservation et de l'adaptation du saumon, c'est de donner à ces créatures magiques l'espace, le temps et l'eau claire et propre et froide.